bien, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Morad, je suis développeur Android chez Le Bon Coin. Et donc aujourd'hui, on va beaucoup parler d'animation, et notamment on va voir comment construire une collapsing toolbar en Compose. Vous allez voir, l'exercice est super intéressant, mais surtout ça va me permettre de vous introduire un concept qui est l'interpolation linéaire. Petit disclaimer, la collapsing toolbar n'est pas la finalité de cette présentation, c'est plutôt l'excuse que j'ai trouvée pour vous présenter le concept. D'accord ? Également, on va s'affranchir de toute librairie, donc on ne va pas parler de motion layout ici, ça ne nous intéresse pas. Cela dit, on va voir ce que le framework Android nous met à notre disposition pour justement construire ce genre d'animation. Enfin, il va y avoir un petit peu de mathématiques, donc j'espère qu'il vous reste de l'énergie. C'est parti. Donc, premièrement, je vais vous présenter le projet, donc qu'est-ce qu'on essaye de construire ici. Ensuite, on va poser les fondations ensemble, puis on va implémenter les animations. Je vais vous présenter le concept d'interpolation linéaire et on va voir comment il fonctionne en Compose. Et enfin, on va terminer avec un focus sur les performances en s'appuyant notamment sur Layout Inspector. Donc voici l'animation en question. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent ici, on va essayer de décortiquer tout ça. Donc premièrement, on voit que le header translate sur l'axe Y en utilisant un effet parallaxe. Donc on reviendra sur la définition d'un effet parallaxe. On voit également que le header s'estompe à mesure que l'on scrolle vers le haut. On voit que la toolbar apparaît avec un fade-in à partir d'un certain seuil. On voit également que le titre va translater sur l'axe X et Y en utilisant une courbe de Bézier quadratique, donc on reviendra là-dessus bien sûr. Et enfin, on voit que le title va scaler à mesure qu'on scrolle vers le haut. Et donc si on regarde un peu plus en détail cette animation, on remarque plusieurs choses, et notamment on remarque que le texte que vous voyez ici, il va chevaucher le header, et il va scroller en dessous de la toolbar. Donc on peut clairement dire qu'il y a une relation entre les différents éléments sur l'axe Z. Et en effet, si on illustre tout ça, tout en bas de la pile, je vais retrouver mon header, donc c'est une image. Juste au-dessus, je vais avoir mon body, donc le corps de l'écran, ici ça sera du texte. Puis on va voir la toolbar, et enfin, tout en haut de la pile, on va retrouver mon titre. Et ça va me permettre de construire les deux états de ma collapsing toolbar. Ce qui nous amène à notre premier composable, qui va être tout simplement une box. Donc je rappelle qu'une box se comporte comme un frame layout, dans le sens où le dernier enfant composable est forcément au-dessus sur l'axe Z que le précédent. Donc ici, le title est au-dessus de la toolbar au-dessus du body, le body au-dessus du header. Okay, je vous propose de passer tout de suite à l'implémentation de ces composables et on s'intéressera aux animations dans un deuxième temps. Et on va commencer avec le header. Le header, c'est quoi ? C'est tout simplement une image. Je l'ai wrappé ici avec une box, ça va nous permettre de l'animer dans un deuxième temps. Pour le moment, retenez simplement que le header, c'est une image. Ensuite, on a le composable body. Donc body, c'est le corps. Ici, ça sera du texte. Rappelez-vous ce qu'on s'est dit. On avait dit que le body chevauchait le header. Pour autant, je ne veux absolument pas cacher l'image du header. Donc comment je fais ? Je vais utiliser un spacer qui est transparent par défaut et qui aura la hauteur qui sera celle du header. Donc j'aurais pu utiliser un padding top, c'est exactement la même chose. Et de cette façon-là, j'aurai bien mon chevauchement, je verrai bien mon header par derrière. Et enfin, derrière, on complète avec le corps qui sera du texte. On va rendre ce composable body scrollable dès maintenant. Donc je vais faire un remember scroll state. Je vais passer le state en paramètre de mon composable body et je vais affecter ce state au modifier vertical scroll. Et je vais obtenir ce que vous voyez ici à l'écran. Okay, donc ça, c'est grâce à la structure en box qu'on a cette espèce de chevauchement entre le composable body et le composable header, vu qu'il est par-dessus. On a ensuite la toolbar. Alors, toolbar, c'est quoi ? C'est tout simplement une top-up bar. Il y a zéro complexité ici. On remarquera simplement que le title est vide. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit que le titre était un composable à part entière. Et enfin, justement, on vient tout juste de l'évoquer, le titre qui est tout simplement un texte. Okay, pour l'instant, on va oublier sa position. Ça va nous faciliter la vie plus tard quand on va vouloir l'animer. Donc ça veut dire qu'il va être ferré tout en haut à gauche de l'écran au point d'origine 0, 0. Et donc si on résume, on obtient ça. Bon, je suis d'accord avec vous, ça ne ressemble pas encore à grand-chose, mais croyez-moi, on a fait 50% du chemin ici. Notamment grâce à la structure qu'on a choisie avec l'utilisation de box, qui va grandement nous faciliter la vie pour implémenter nos animations. Et en parlant d'animation, on va tout de suite commencer avec l'effet parallaxe. Donc ça, c'est ce qu'on a actuellement. Okay, et l'effet parallaxe, c'est ça. Donc pour rappel, l'effet parallaxe, c'est lorsque vous avez une vue en arrière-plan qui défile moins vite que le reste de l'écran. Okay, alors comment on fait ça ? On va utiliser le modifier graphics layer
qui permet d'appliquer des effets sur un composable. Donc pour faire simple, dès lors qu'il s'agira d'une translation, de rotation, de scaling, d'opacité, etc., votre premier réflexe, ça sera d'utiliser GraphicsLayer. D'un point de vue code, on va utiliser ce modifier, on va notamment utiliser la propriété translation Y de GraphicsLayer et on va lui affecter la valeur du scroll offset. Scroll offset est négatif parce que je veux que mon header translate vers le haut et je vais diviser le scroll offset par 2. Pourquoi ? Souvenez-vous de la définition de l'effet parallaxe, c'est une vue en arrière-plan qui défile moins vite que le reste de l'écran. Donc ici, lorsque mon texte va scroller de 20 pixels, mon header, lui, va scroller uniquement de 10 pixels. Et c'est comme ça que mon texte va rattraper et chevaucher mon header. Donc vous avez vu l'effet parallaxe en compose, c'est super simple, c'est 3 lignes de code. On va passer à l'animation du header avec le fade-out, qu'on peut voir quand on scrolle vers le haut, le header s'estompe. On jette un petit coup d'œil au spec et on remarque tout de suite une chose, c'est que la valeur de l'opacité, donc alpha, va dépendre directement du scroll offset. D'accord ? Lorsque je lance mon application, je n'ai pas encore scrollé, le scroll offset est égal à 0, et la valeur de alpha est égale à 1. Pourquoi ? Parce que je veux que mon header soit complètement visible. Du coup, ça me permet de trouver un premier point, qui est le point A, 0, 1. 0 pour 0 scroll offset, et 1 étant la valeur de alpha. Si je scrolle autant que la hauteur de mon header, dans ce cas-là, la valeur de alpha sera égale à 0. Et c'est comme ça que je vais trouver mon point B, qui sera header height, donc la hauteur de mon header, et la valeur de alpha à 0. Donc on vient tout juste de trouver deux points, d'accord, A et B. On sait qu'on a une valeur de alpha qui dépend directement du scroll offset, donc ça veut dire qu'on va pouvoir s'amuser à modéliser cette animation en utilisant les fonctions affines. Donc on va tous prendre une feuille de brouillon et un crayon. On va rappeler les deux points qu'on vient tout juste de trouver. Une fonction affine, pour rappel, c'est une fonction de type f de x égale ax plus b. Ici, la valeur de alpha dépend du scroll offset, donc x, c'est scroll offset, donc c'est f de scroll offset. On se rappelle du programme de troisième. Comment on trouve le coefficient directeur ? C'est YB moins YA sur XB moins XA. J'obtiens donc moins 1 sur la hauteur du header. Et ensuite, l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement mon point A. Mon point A, c'est déjà f de 0, donc c'est égal à 1. Donc j'ai trouvé A et B, je peux remplacer dans l'équation, et je trouve moins 1 sur hauteur du header fois scroll offset plus 1. Et là, on est super content, parce qu'on a réussi à modéliser notre animation grâce aux fonctions affines. Donc je vais réutiliser GraphicsLayer, cette fois-ci la propriété alpha, et je vais lui affecter l'équation qu'on vient tout juste de trouver. D'accord ? Donc ici, on a utilisé les fonctions affines pour modéliser notre animation. Ça marche super bien. Cela dit, j'ai dû faire plusieurs calculs qui peuvent être sujets à erreur. Restez bien avec moi. Dans la deuxième partie, on va voir comment, avec l'interpolation linéaire, on va pouvoir s'affranchir de ces calculs. Mais avant ça, on va d'abord s'intéresser à l'animation de la toolbar. Donc on peut voir que dès lors qu'on scrolle et qu'on atteint un certain seuil, il y a la toolbar qui va s'afficher avec un fade-in. On jette un petit coup d'œil au spec, on voit que la hauteur du header est à 275 dp, la hauteur de la toolbar à 56 dp, donc ça c'est les specs Material Design. Et enfin, on a une petite flèche en jaune en pointillé qui nous dit qu'on doit enclencher l'animation de la toolbar à ce niveau-là. Donc, en vérité, on est au bord inférieur de la toolbar ici. Okay ? Donc la question qu'on doit se poser, c'est quelle est la distance que doit parcourir mon scroll pour atteindre ce seuil. Donc cette distance, c'est celle-ci, c'est cet offset-là. Et on le voit clairement dans le schéma que cette distance-là, donc ce offset, c'est égal à la hauteur du header moins la hauteur de la toolbar. Okay ? Donc je vais tout de suite déclarer un state, qui va me permettre d'identifier cette distance pour atteindre ce seuil. Donc on avait dit que c'était hauteur du header moins hauteur de la toolbar. Je vais créer un deuxième state qui s'appelle showToolbar, donc qui est un booléen, et dans lequel je vais dire si mon scroll offset est supérieur à ce seuil, showToolbar est égal à true, donc affiche la toolbar. S'il est en dessous de ce seuil, showToolbar est false, je la fais disparaître. Et enfin, je vais wrapper ma top-up bar avec une API compose qui s'appelle Animated Visibility, et qui va me permettre de contrôler l'apparition et la disparition de la top-up bar. Okay ? Donc le state showToolbar, je vais tout simplement le donner en paramètre à visible, et ensuite je vais pouvoir customiser l'animation d'entrée et l'animation de sortie de Animated Visibility. Ici, j'utilise un fade-in et un fade-out. Bon, là, les choses vont commencer à être vraiment intéressantes. Restez avec moi. On va s'attaquer à la translation linéaire du titre. Alors, cette fois-ci, on ne va pas utiliser les fonctions affines, on va utiliser ce qu'on appelle l'interpolation linéaire. Donc, vous allez me dire, c'est quoi l'interpolation linéaire ? On va imaginer deux points, P0 et P1. P0 étant
le point de départ de l'animation. D'accord? Donc c'est la position du titre au tout début de l'animation. P1, c'est le point d'arrivée, donc les coordonnées à la fin de mon animation. Okay? Entre ces deux points, on va avoir notre animation ici. On va dire que c'est le point P en rouge, qui également va dépendre d'un autre paramètre qui est T, d'accord, et qui est une valeur qui va dépendre entre 0 et 1. Okay? Ça, ce que je viens de vous décrire, ça s'appelle l'interpolation linéaire. Et on peut le modéliser avec une formule mathématique qui est P, donc c'est l'équivalent du point rouge, cette animation, est égal à 1 moins T fois P0 plus T fois P1. Donc là, on est super content parce qu'on a une formule mathématique qu'on va pouvoir utiliser directement pour modéliser notre animation. Mais ce n'est pas tout. Compose nous expose une fonction qui s'appelle LERP, qui est la contraction de Linear Interpolation, et qui va nous exécuter, qui va appliquer cette formule à notre place. Et si on regarde la signature de cette fonction, elle prend en paramètre start, qui est l'équivalent de P0. On avait dit que P0, c'était le point de départ du titre. Il prend en paramètre également stop, qui est les coordonnées de mon titre à la fin de mon animation. Et enfin, fraction, qui est l'équivalent de t, et qui est cette valeur qui va évoluer entre 0 et 1, et qui est le pourcentage d'avancement de mon animation. Donc je vous propose de trouver ces trois paramètres, et comme ça on va pouvoir être capable d'utiliser cette fonction LERP. Et on va tout de suite commencer avec la valeur de t. Donc comme je l'ai dit, t, c'est le pourcentage d'avancement de mon animation. Et il va évoluer entre 0 et 1. Okay? Comment on fait pour trouver t? Eh bien, on va réfléchir à la distance que doit parcourir mon scroll entre le début et la fin de mon animation. Cette distance, c'est exactement la même qu'on a calculée tout à l'heure pour arriver au seuil à peu près inférieur de ma toolbar. D'accord? Et rappelez-vous, on avait dit que cette distance, c'était hauteur du header moins hauteur de la toolbar. C'est ce que j'appelle ici collapse range. Ensuite, je vais prendre le scroll offset, d'accord? Je vais le diviser par le collapse range afin d'avoir un ratio entre 0 et 1. Et d'ailleurs, on peut vérifier cette formule très rapidement parce que je lance mon application. La collapsing toolbar n'est pas scrollée, donc mon scroll offset est à 0. Ça me fait 0 sur collapse range, ce qui donne 0. C'est exactement ce que je veux. Je veux que t soit égal à 0, alors que l'animation n'a pas toujours commencé. Si je scroll de la même distance que le collapse range, je vais me retrouver avec collapse range divisé par collapse range. Ça va me donner 1, et c'est exactement ce que je veux. Je veux que t soit égal à 1 à la fin de mon animation. Si je continue de scroller vers le haut, à ce moment-là, t va dépasser 1. Alors pour éviter ça, je vais utiliser une fonction Kotlin qui s'appelle coerceIn et qui va me permettre de borner la valeur entre 0 et 1, tout simplement. Okay? On va passer au paramètre start, qui était l'équivalent de P0. Rappelez-vous, on avait dit que c'était tout simplement les coordonnées du point de départ du titre. Donc en X, ici, il y a une marge de 16 dp, d'accord? Et en Y, on voit que c'est la hauteur de mon header, moins un certain padding, moins la hauteur de mon titre. Donc ça, c'est P0, donc la position du titre au début de l'animation. Et enfin, P1, qui est la position du titre à la fin de mon animation. Ici, je vais avoir un margin start de 72 dp. Ça, faites-moi confiance, c'est les specs Material Design. Et enfin, si je veux centrer parfaitement mon titre en plein milieu de la toolbar, ça sera hauteur de la toolbar divisé par 2, moins la hauteur du titre lui-même divisé par 2. Okay? Donc, en résumé, on a trouvé notre position de départ, start, qui est l'équivalent de P0. On a également la position du titre à l'arrivée, P1. Et on a également trouvé t, qui est fraction. Donc plus rien ne nous empêche d'utiliser la fonction LERP. Et donc d'un point de vue code, qu'est-ce qu'on a? On retrouve t, donc collapse fraction, puis je vais tout simplement appeler la fonction LERP sur chacun des deux axes. Regardez l'animation, on voit bien que le titre va s'animer sur l'axe x et y. Je vais appeler la fonction LERP sur l'axe x et y. Si vous voulez, on peut prendre en exemple, par exemple, title de x. Rappelez-vous, le titre, on avait dit qu'au tout départ, il avait une marge de 16 dp. Et à la fin, il avait une marge de 72 dp. En fait, c'est tout simplement les deux variables que j'ai mis là. D'accord? Je ne fais que remplacer les paramètres par les coordonnées des deux points. C'est tout. D'accord? Et bien sûr, j'affecte ces deux valeurs à translation de y et translation de x. Donc ici, j'ai eu besoin de faire beaucoup moins de calculs pour réussir à modéliser cette animation. Okay? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on vient tout juste de réaliser une courbe de Bézier linéaire avec deux points, P0 et P1. Dans la suite, on va voir comment on peut tirer profit de l'interpolation linéaire pour cette fois-ci réaliser une courbe de Bézier quadratique. Alors c'est quoi une courbe de Bézier quadratique? C'est ça. Cette espèce de trajectoire incurvée. Alors comment on fait ça? On va imaginer trois points. On retrouve P0 qui est notre point de départ, d'accord? Et on retrouve P2 qui est le point d'arrivée. Il y a un nouveau point qui vient s'inviter à la fête, c'est P1. On va le mettre à peu près au milieu.
On va ensuite faire une interpolation linéaire P entre P0 et P1. Ça, c'est exactement ce qu'on a fait il y a 2 minutes. Donc on sait le faire. Okay, on a une deuxième interpolation linéaire P' entre P1 et P2. Okay, on va connecter ces deux interpolations et on va faire une dernière interpolation linéaire entre P et P'. Et ça sera notre trajectoire incurvée, ça sera notre courbe de Bézier quadratique. Et on va obtenir ça. C'est joli, hein? Bon, très honnêtement, moi j'ai dû regarder cette animation au moins 10 fois avant de comprendre. Je vais la reparcourir avec vous. On avait dit quoi? On avait dit qu'entre P0 et P1, on avait une première interpolation. Ça, c'est le point violet qui est ici. Entre P1 et P2, on a une deuxième interpolation. On connecte ces deux points et on effectue l'interpolation linéaire entre ces deux points. Et c'est comme ça qu'on obtient la courbe de Bézier quadratique en rouge. J'espère que c'est un peu plus clair. De toute façon, on va l'appliquer tout de suite. Ce qui est super avec la courbe de Bézier, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur l'algorithme de Castelio pour la calculer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette trajectoire en rouge, le point Z. Et qu'est-ce que nous dit l'algorithme de Castelio? Il nous dit que cette trajectoire, c'est l'interpolation linéaire qui prend pour paramètre en start P, qui est l'interpolation linéaire entre P0 et P1, et en stop P', l'interpolation linéaire entre P1 et P2. Donc grosso modo, pour faire simple, si je calcule P, qui est l'interpolation linéaire entre P0 et P1, et si je calcule P', j'obtiens ma courbe de Bézier quadratique. Okay, on jette un petit coup d'œil au spec, on retrouve notre P0, notre P2, ils n'ont absolument pas changé. Z, c'est notre trajectoire, c'est ce qu'on cherche. Et enfin, on a un nouveau point qui est P1, c'est moi qui l'ai décidé, ça peut être le design qui vous le donne, peu importe. Moi, je voulais une belle courbe qui soit à peu près naturelle. Je l'ai positionné à ce niveau-là. Et donc, en X, je lui ai donné le même margin start que P2, un peu avec un coefficient, quoi. Je l'ai multiplié par 1,25 pour le décaler un peu vers la droite. Et ensuite, je l'ai positionné en Y, en plein milieu de mon header. D'accord? Donc, c'est header divisé par 2. Ok? C'est clair? Et donc, on va pouvoir maintenant appliquer l'algorithme de Castelio. Donc, rappelez-vous, l'algorithme de Castelio, c'est je calcule deux interpolations, et grâce à ces deux interpolations, j'ai ma courbe de Bézier. Donc, on va s'intéresser sur l'axe X d'abord. Donc, je calcule ma première interpolation entre P0 et P1 sur l'axe X. Donc, P0, c'est 16 dp, l'équivalent de title padding start ici. Et P1, en X, c'est title padding n fois 5 quarts, title padding n fois 5 quarts. Je ne fais que remplacer les paramètres par les coordonnées. Okay, donc ça, c'est entre P0 et P1. On fait la même chose entre P1 et P2. Okay, je vais utiliser ces deux interpolations linéaires pour avoir ma courbe de Bézier sur l'axe X. Okay, regardez bien les paramètres. C'est les deux interpolations que je viens tout juste de calculer. Et ensuite, je l'affecte à translation de X. Je fais exactement la même chose sur l'axe Y. Okay, première interpolation entre P0 et P1. Deuxième entre P1 et P2 sur l'axe Y. Et ensuite, j'utilise ces deux interpolations pour avoir mon interpolation finale que j'affecte à translation de Y. Okay, c'est l'heure de la démo. Alors, à quoi ça ressemble tout ça? J'espère que ça va marcher. Oui. Voilà, on a une belle collapsing toolbar qui se comporte comme on veut. Et qui est plutôt smooth. Ouais. On va pas prendre ma parole pour acquis, on va regarder ce qui se passe d'un point de vue performance. Donc, je vous montre Android Studio. Tout en bas à droite, je vais pouvoir cliquer sur le menu Layout Inspector. Et donc, je rappelle, on va faire ça. Hop. Donc, j'ai Layout Inspector en bas et mon animation en haut. Je rappelle que lorsqu'on fait du compose, le but, c'est de gagner, enfin, d'éviter les pertes de performance. Comment on fait ça? Il faut éviter absolument les recompositions. Pardon. On veut absolument éviter de recomposer. Et Layout Inspector va nous aider. Sur la gauche, sur le panel de gauche, on a l'arbre des composables, c'est-à-dire quels sont les composables qui sont affichés sur mon application. Donc je vais le déplier. On retrouve la fameuse box, qui est la structure de notre projet, avec les trois composables affichés à l'écran que sont header, body et title. Okay, je suis désolé, c'est un petit peu petit, mais là on voit les composables qui sont affichés à l'écran. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer l'animation et on va voir si, à ce niveau-là, le recomposition count, c'est-à-dire le nombre de fois où un composable va recomposer, s'il va s'incrémenter. Okay, et donc nous on veut justement qu'il s'incrémente le moins possible, voire qu'il ne s'incrémente pas du tout. Donc je vais d'abord reset le recomposition count, parce que j'ai fait Mumus tout à l'heure avec, et je vais faire des va-et-vient, et on peut voir que j'ai absolument zéro recomposition.
Et c'est un peu curieux, me direz-vous, parce que nos composables dépendent d'un state qui est le scroll offset. Tous mes composables dépendent du scroll offset. Et pourtant, j'ai 0 recomposition. Alors que le scroll offset, lui, ne fait que évoluer dès lors que l'utilisateur scroll. Pourtant, j'ai 0 recomposition. La seule exception, c'est la toolbar. Regardez, si je continue à scroller vers le haut, eh ben, ma toolbar va apparaître dans l'arbre des composables et je vais avoir une recomposition. Si je continue de scroller vers le haut, j'ai rien. Si par contre je redescends, le recomposition count est passé à 2, puis il a disparu parce qu'il est sorti de l'arbre des composables. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi j'ai 0 recomposition. Et pour ça, je vais devoir vous expliquer et revenir sur les 3 phases de compose. Donc la première phase de compose, c'est la composition. La composition va déterminer l'arbre des composables, c'est-à-dire quels sont les composables affichés à l'écran. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le what. Okay? Deuxième phase, c'est le layout. Le layout va s'appuyer sur l'arbre des composables, puis il va les positionner à l'écran. C'est le where. Et enfin, la troisième phase, qui est drawing, c'est comment je vais dessiner à l'écran. Okay? Et ce qui est super avec Compose, c'est qu'il va être capable de sauter entièrement une phase s'il n'y a pas eu de changement dans celle-ci. Je vous pose la question, dans l'animation qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a eu des changements de composables? Voilà, je vois des noms, en effet. Pour title, body, header, il y a eu 0 changement. On n'a fait que les repositionner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à minima, je me situe dans la phase layout. Je n'ai pas besoin de la composition. Okay? Seule exception, c'est la toolbar. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain seuil, la toolbar va rentrer dans l'arbre des composables, puis en sortir. C'est pour ça que j'ai besoin de la phase composition et que le recomposition count va s'incrémenter de 1. Okay? Moralité de tout ça, c'est que vous ne devriez jamais avoir à recomposer, si ce n'est que pour repositionner des composables à l'écran. Okay? Cela dit, Compose, il va falloir lui donner un petit coup de main, parce qu'il ne va pas être capable de faire ça tout seul. Premier tips, on va toujours préférer les versions lambda des modifiers. D'accord? Ici, on utilise Graphics Layer sur quasiment toutes nos animations. On utilisera toujours la version lambda de Graphics Layer. Pourquoi? Parce que Compose va être capable de réexécuter cette lambda sans avoir à recomposer le composable en entier. D'accord? Deuxième type, on va retarder la lecture d'un state le plus tard possible. Rappelez-vous, on avait dit que nos composables dépendaient du scroll state, de ce scroll offset. Donc moi, quand je fais scroll.value ici, j'ai décidé de le faire dans la lambda de Graphics Layer parce que je sais pertinemment que Compose va être capable de processer ce bout de code, donc de réexécuter cette lambda, sans avoir à recomposer le composable en entier. Okay? De manière générale, si vous avez un state que vous déclarez avec mutable state of par exemple, et que vous le passez en paramètre d'un autre composable, faites toujours attention à ne pas donner le state.value en paramètre. Parce que si ce state change, comme vous donnez scroll.value, vous allez forcément avoir une recomposition. Donc ça, c'est le concept de state hosting. Donc comment on fait? On va encapsuler le scroll.value, donc le state.value, à l'intérieur du lambda. Et enfin, dernier tips, le derive state of. Donc ici, rappelez-vous, pour afficher la toolbar, j'ai utilisé derive state of, il est super important. Ici, la règle est la suivante. Lorsque vous dépendez d'un state et que celui-ci évolue plus vite que le nombre de fois que vous devez mettre à jour l'UI, utilisez derive state of. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un exemple. Si l'utilisateur scroll, il a atteint le seuil, j'affiche ma toolbar. Il continue de scroller vers le haut. Est-ce que j'ai besoin de recomposer ma toolbar à ce moment-là? La réponse est non. Ma toolbar est déjà affichée, elle n'a pas changé, j'ai aucun intérêt à recomposer à ce moment-là. Pourtant, lui, mon scroll offset ne fait que évoluer, parce que mon utilisateur scroll. Donc tous les pixels, voire plus, il va évoluer. Est-ce que pour autant, à chaque pixel, je vais recomposer? Surtout pas. Donc pour éviter ça, on utilise derive state of, c'est comme ça que vous aurez des vrais gains de performance. Je vais terminer cette présentation avec 2 derniers exemples. Donc, dans l'exemple ici, pour construire ma toolbar, j'ai utilisé l'objet path. L'objet path, pour rappel, vous lui donnez des points, des coordonnées. Il va être capable de connecter tous ces points et de sortir la forme qui correspond. Okay? C'est comme ça que j'obtiens ma toolbar. Et pour avoir cet aspect incurvé de la toolbar, j'ai utilisé la fonction de path qui est quadratique Bézier tout, qui fait bien sûr référence aux courbes de Bézier quadratique qu'on vient tout juste de voir. Et je vais utiliser la fonction lerp pour annuler naturellement cette courbe de Bézier lorsque je scrolle vers le haut. C'est comme ça que j'ai cette animation. De la même façon, si on regarde la photo de profil Batman, on voit qu'elle translate vers le haut et il y a également un fade out.
Pareil, ici, j'utilise Slurp, et en 3 lignes de code, c'était réglé. Dernier exemple, ici, je me suis amusé à reproduire la collapsing toolbar de Twitter. Pareil, pour ces 3 animations, j'ai pu utiliser LURP. Si on regarde ma photo de profil, on voit qu'elle translate vers le haut et qu'elle va scaler jusqu'à atteindre la moitié de sa dimension initiale. D'accord ? Pareil, ici, j'ai utilisé LURP pour chacune des 2 animations. Et enfin, si on regarde un peu plus près, on voit que le header, il devient de plus en plus flou à mesure qu'on scrolle vers le haut. Pareil, avec LURP, c'était super facile à faire. C'est tout pour moi. J'espère que ce sujet vous a passionné tout autant que moi. Je vous invite à scanner ce QR code. C'est un article Medium que j'ai publié et qui reprend en détail tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et également, vous trouverez un lien sur le projet GitHub si vous voulez accéder au code source. Merci à vous.